permettez-moi de vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai de participer à cette 8e édition du Forum Convergence et vous saluer les uns et les autres, saluer Madame la Ministre, saluer les ambassadeurs qui sont présents, saluer tous les experts et toutes les compétences qui sont rassemblées. Nous avons besoin plus que jamais d'expertise, d'expérience, d'initiatives pour lutter contre la pauvreté et le développement. Je salue également la thématique qui a été choisie ce matin par ce forum Convergence, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Dans un élan généreux, on pourrait ajouter zéro réfugié, zéro guerre. C'est la perspective évidemment idéale qui doit nous animer. Je voudrais, en ce qui me concerne, plus précisément, partager avec vous quelques réflexions sur l'une des grandes exigences politiques de notre temps, c'est la construction d'un partenariat fort entre l'Afrique et l'Europe pour donner un cadre aux initiatives. Ça fait près de 35 ans que je suis les questions africaines. J'ai commencé d'ailleurs avec Jean-Michel Severino dans d'autres hospices et d'autres auberges. Mais on voit bien que le défi est toujours là. Plus que jamais, je pense, nous avons besoin de vision et peut-être surtout d'ambition. Nous avons besoin d'une relation refondée et d'une nouvelle architecture euro-africaine, et ce car l'attente est immense de toutes parts, du côté des peuples, du côté des États, du côté des entreprises, du côté des organisations non gouvernementales, et cette attente ne doit pas être déçue. Il y a en effet aujourd'hui un risque de fossé de plus en plus grand, de tensions politiques, de tensions religieuses, de tensions ethniques, qui se multiplient et qui font que l'incompréhension entre l'Europe et l'Afrique est un véritable risque. Alors regardons les choses en face. L'Afrique et l'Europe font face à des défis communs et urgents. Le premier défi, aujourd'hui, on le voit bien, c'est la sécurité. Au cœur de la relation entre l'Europe et l'Afrique semble s'être installée la peur et le risque du ressentiment, peur du terrorisme, car les conflits en cours menacent de former un arc de crise continu, du Sahel à la Somalie, en passant par le Nigeria et l'Afrique centrale. Soyons-en conscients, loin de reculer, le terrorisme s'enracine jour après jour et se greffe sur de profondes crises politiques opportunistes. Le terrorisme, il utilise ainsi le malaise identitaire, les tensions communautaires et confessionnelles, tout autant que les tensions sociales face aux inégalités et face à la pauvreté. La vague des printemps arabes a déçu beaucoup d'espoir. La complexité du jeu démocratique a révélé le retour des contestations radicales et des idéologies guerrières. C'est un défi commun, car en effet, 6 000 ressortissants du Maghreb seraient partis combattre dans les rangs de l'État islamique, en même temps que près de 1 700 Français. C'est le risque de spirale du ressentiment qui recrute chez nous et fait combattre là-bas. De son côté, l'enchaînement des interventions militaires, qui est, ne nous y trompons pas, le produit souvent de nos peurs, crée un cercle vicieux qui offre la reconnaissance à l'ennemi et nourrit le ressentiment des populations locales. Dans le même temps, cette logique conduit à la dépolitisation de la gestion de crise et même, tout carrément, à l'oubli de la politique de gestion de crise, à l'oubli de la nécessaire stratégie qui doit en priorité être affirmée quand on veut gérer les crises de l'Afrique ou d'ailleurs du Moyen-Orient. La peur, c'est aussi la vague des réfugiés qui traverse l'Afrique et afflue aujourd'hui vers l'Europe et qui montre le degré de désespoir qui atteint des populations entières. C'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai bien sûr dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Nous avons le devoir et la responsabilité d'y répondre en restant fidèles à nos principes de respect de la dignité humaine, et nous devons bien sûr nous mobiliser pour empêcher les drames sur les routes de la Méditerranée, la route des Balkans. Ne nous méprenons pas non plus sur les risques politiques d'instabilité que représentent ces grands mouvements de population en Afrique comme en Europe à travers les réactions de rejet. Peur également, et je le mentionne en passant, peur en matière de santé, peur d'épidémie, peur de maladie. On le voit bien avec le sida qui s'est largement répandu en Afrique, peur avec le virus Ebola. L'image même de l'Afrique est marquée
par ces peurs et crée une prise de distance vis-à-vis d'un certain nombre de nos concitoyens, de nos ressortissants. Il faut donc travailler à cela. Peur enfin de l'instabilité politique, qui est la réalité de nombreux États africains où l'ordre constitutionnel peine à être pleinement respecté et où le durcissement et la répression répondent trop souvent à la contestation politique. Le deuxième défi partagé, c'est la croissance. Nous sommes à l'ère des interdépendances, des complémentarités. La Méditerranée, notre mer intérieure commune, en est l'exemple. Près des 2/3 des exportations et des importations, du commerce donc du Maghreb, s'effectuent vers l'Union européenne. Il faut que l'Europe mesure à quel point elle a besoin de l'Afrique. Ce marché, qui connaît un taux de croissance africain de l'ordre de 6% par an, représente une opportunité majeure pour un monde et une Europe qui sont en panne de croissance, disons-le clairement, durable. Ce n'est pas l'effet d'une crise qui a vocation à s'arrêter d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. C'est une crise de croissance durable. C'est la situation même de nos économies à arriver à un certain niveau de développement et qui doit trouver d'autres moteurs, d'autres ressources pour faire marcher nos économies. Les domaines des télécommunications, de la finance ou encore de la grande consommation sont en Afrique en pleine expansion. 50% des villages africains sont aujourd'hui couverts par des réseaux mobiles, c'est dire le potentiel qui existe sur ce continent. De son côté, l'Afrique a tout à gagner de relations renouvelées avec l'Europe, pour peu que les volontés politiques des deux côtés de la Méditerranée soient au rendez-vous. Transfert de technologies, débouchés pour des start-up dynamiques qui se créent par milliers chaque année, comme en témoigne la vitalité du réseau africain 2.0. Ce sont aussi des occasions de mener de grands travaux d'aménagement du territoire et de développement des infrastructures. 7% du potentiel hydroélectrique africain est actuellement exploité et 40% de la population demeure privée d'un accès à l'eau potable. Le troisième défi, et sans doute le plus essentiel, c'est celui de la dignité humaine. Les populations africaines doivent faire face aux besoins liés à la forte croissance démographique. C'est un défi pour l'accès à l'éducation, mais aussi pour donner un emploi à tous. L'Afrique aura dans quelques années une population active plus importante que la Chine et que l'Inde. Dans le même temps, l'urbanisation va s'accélérer de façon continue sur le continent qui est aujourd'hui le moins urbanisé. Cela signifie des besoins immenses en logement, en services publics, en transport. L'accès à l'eau demeure une préoccupation centrale pour les 42% d'Africains qui en sont privés. La France s'investit au travers de ses instances de recherche, que sont l'IRD, le CIRAD, le BRGM ou encore l'Office international de l'eau. L'accès à une nourriture en quantité et de qualité suffisante demeure la première priorité, de même que la capacité à enrayer les grandes épidémies. La violence de l'épidémie Ebola qui a fait plus de 10 000 morts en un an et les épisodes de famine réguliers en Afrique de l'Est en témoignent, alors que 60% des Africains n'ont pas accès à des installations sanitaires basiques. Le paludisme, le sida, l'eau insalubre, la malnutrition font respectivement plus de morts que la guerre, sans susciter pour autant d'émotion. Le quatrième défi commun, c'est l'environnement. Nous en sommes tous conscients. Il n'y a pas de développement qui ne soit en même temps un développement durable. Il faut impérativement développer une action conjointe pour mieux faire face aux risques climatiques, sans quoi la montée des eaux, la désertification et la diminution du potentiel agricole menacent la stabilité entière de nos deux continents. C'est pourquoi l'avenir de l'Europe et de l'Afrique est un avenir commun. Nous avons le devoir de construire cet avenir. Et il doit se construire sur une histoire commune, une histoire qui nous oblige. Cette histoire, elle nous lie, c'est celle de la colonisation, bien sûr. De part et d'autre, les dénis et les non-dits restent nombreux, mais cette mémoire malade, ce souvenir des erreurs et des crimes passés, doivent précisément nous inciter à développer une autre vision de notre responsabilité. Notre responsabilité ne peut se limiter à protéger des populations, à empêcher des massacres ou à empêcher la disparition d'États faillis. Car c'est chaque fois déresponsabiliser les peuples, leurs élites, et indirectement créer les conditions d'apparition de nouveaux risques.
Notre responsabilité, c'est d'œuvrer à davantage de stabilité dans le monde. Pour prévenir les incendies, il faut assumer devoir agir et agir en amont, en portant des projets de développement novateurs et d'envergure. Cette histoire qui nous lie aujourd'hui, constatons-le, elle nous sépare. Les politiques européennes envers l'Afrique sont lues à travers le prisme réducteur de l'époque coloniale. La culpabilité, loin de créer une responsabilité, produit un abandon par peur de mal agir à nouveau. Seul un partenariat construit, pensé, et ce d'une façon radicalement neuve, peut nous libérer des fantômes du passé. Il s'agit aujourd'hui de tourner la page de la colonisation et de la décolonisation pour entrer résolument dans une ère nouvelle. Gardons néanmoins en mémoire les erreurs du passé, mais n'oublions pas pour autant que nous avons eu, que nous pouvons avoir, un message commun en direction du monde. Souvenons-nous de la force et de la conviction de figures tutélaires, à l'instar de la haute figure de Léopold Sédar Senghor, pour qui les destins des deux continents étaient profondément liés, pour qui l'avenir appartenait à l'union des civilisations dans le respect mutuel et l'égalité. Ainsi pouvait-il dire à propos de la création de la communauté européenne. Vous le savez, l'objet de ce débat, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est l'Europe dans le principe, mais en réalité, c'est leur Afrique. C'est la vérité aujourd'hui encore, et c'est à la France de porter ce message à nos amis européens. L'avenir commun, il passe par une volonté commune qu'il s'agit de retrouver. Aujourd'hui, après des décennies de déception sur les politiques de développement, il y a trop de renoncements de part et d'autre, trop de constats d'impuissance, trop de lassitude, de fatigue. L'Europe se replie au risque de l'égoïsme et du rétrécissement. Elle semble trop souvent sans volonté, tétanisée par la peur, paralysée par une démocratie d'opinion versatile. Mais elle a besoin de ce partenariat car sa démographie vieillissante et 500 millions d'Européens pèseront trop peu dans un monde où l'unité de regroupement humain est bien de l'ordre du milliard. L'opportunité, c'est de constituer un pôle de plus grande ampleur qui permettrait de peser davantage au sein d'un monde multipolaire. L'Afrique, elle, de son côté, s'enferme trop souvent dans le fatalisme et dans l'instabilité et parfois dans le ressentiment ou la méfiance vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du reste du monde. Ce partenariat, c'est pour les classes politiques africaines la possibilité de se donner les moyens de lutter contre la corruption, la faiblesse des administrations d'État et les économies de rente. L'Afrique doit s'autoriser à la confiance, faire confiance en premier lieu à sa jeunesse, qui porte en effet l'aspiration au changement et l'espoir de voir les promesses tenues, cette jeunesse qui s'investit au sein de la vie culturelle, de la vie associative, mais aussi dans les mouvements citoyens. Confiance en toutes ces femmes africaines qui sont les premières à s'impliquer dans les processus de réconciliation et d'échange intercommunautaires. Elle doit retrouver aussi conscience en ces élites qui ont souvent déçu, mais qui ont toujours l'opportunité d'accompagner cette jeunesse dans son exigence de renouveau démocratique et de transparence. Confiance enfin en ses partenaires européens pour construire avec eux une dynamique de prospérité et de sécurité commune. L'Europe et l'Afrique doivent agir avec une volonté commune, celle de poursuivre l'émancipation des peuples et de fortifier un deuxième âge des indépendances, fondé sur la stabilité, fondé sur la démocratie et la solidarité. Il ne s'agit pas pour l'Europe d'agir à la place de l'Afrique, mais d'accompagner ces changements dans un esprit d'égalité et de respect. C'est ce que nous avons eu à cœur d'accomplir avec Jacques Chirac lors de sa présidence. L'Afrique, il faut l'affirmer fort, n'est pas orpheline de son futur, tout comme l'Europe n'est pas prisonnière de son passé. J'en ai la conviction, l'enjeu de notre temps, c'est bien de proposer un grand projet euro-africain articulé autour de 4 défis majeurs. Je dis bien grand projet euro-africain ou eurafricain, car il y a une multitude d'initiatives privées, publiques, humanitaires, politiques, économiques, sociales, mais rien qui ne fasse masse à l'échelle de notre monde pour mobiliser les peuples et mobiliser les opinions. Alors, tirons les leçons de ce qui se passe sous nos yeux. Sachons nous inspirer du monde émergent qui prend l'initiative. De la Chine, par exemple, qui a lancé, avec la nouvelle route de la soie, un grand projet de coopération pour stabiliser l'Asie centrale, pour stabiliser le Caucase, pour sécuriser les États et les populations
et bien sûr, développer les économies en connectant les infrastructures ainsi que de renforcer les échanges culturels, car il y a un volet culturel très important et essentiel, à mon avis, en matière de développement, dans le projet de la route de la soie. Appuyons-nous sur ces projets multiples qui s'engagent aujourd'hui pour l'Afrique, dans un esprit neuf, que ce soit celui mené par Jean-Louis Borloo et sa fondation Énergie pour l'Afrique, par le groupe de travail Africa-France, le programme Sharing with Africa de United World Project, ou encore l'esprit d'initiative de la France, porté par le président de la République, François Hollande. Il existe aujourd'hui une volonté commune d'avancer dans le sens de ce partenariat. Saisissons cette occasion. Le premier volet du partenariat, c'est bien sûr, il faut commencer par le début, la stabilité. C'est l'exigence première pour canaliser la peur et enrayer la spirale du ressentiment. Il faut savoir refuser la tentation du raccourci de la force, mais il faut aussi être en mesure de lui opposer un travail de la paix. Je dis bien un travail de la paix. Souvent, on considère que c'est soit faire la guerre, soit ne rien faire. Non. Construire la paix, c'est un véritable travail et il faut des instruments pour cela. Refuser les interventions, ce n'est pas ne rien faire. Nous avons 4 pistes cruciales pour inventer une nouvelle politique qui ne se limite pas à une relation de sécurité qui, trop souvent, est la seule qui marque les esprits. Relation entre la France et l'Afrique, intervention militaire. Ça ne doit pas être l'image dominante dans l'esprit de nos concitoyens et certainement pas dans l'esprit des Africains. Premièrement, il faut donner notre appui à des processus politiques de réconciliation. Nous devons privilégier partout les processus politiques de moyen et long terme, à l'image des accords de Skhirat pour la Libye ou des accords d'Alger pour le Mali, même si beaucoup reste encore à faire pour les 2 pays concernés. Et il n'y a pas 2 poids et 2 mesures. Ce qui est vrai en Afrique est vrai aussi au Moyen-Orient, ainsi en Syrie. J'en dis un mot parce que c'est dans l'actualité. La seule issue est de trouver un terrain de discussion pour avancer vers une solution politique avec l'appui des forces régionales, qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite et de l'Iran et de toutes les puissances, y compris la Russie et la Chine. Il est urgent d'empêcher que Daesh ne s'enracine dans les populations chiites. N'oublions pas, si Daesh est là, ce n'est pas un hasard. Daesh n'est pas un simple intrus dans cette région. Daesh vient en appui des populations sunnites qui lui ouvrent la voie sur le terrain à son installation. Donc il est essentiel que Daesh ne s'enracine pas dans les populations sunnites parce qu'il est vu souvent comme un gage d'efficacité et parfois comme un rempart. C'est vrai bien sûr en Syrie et en Irak, et malheureusement, cela devient vrai dans certains pays du Maghreb. Deuxièmement, deuxième axe de travail, promouvoir des forces de reconstruction administrative. Cela signifie repenser une réponse qui est aujourd'hui exclusivement portée par les dispositifs militaires afin de traiter le mal à la racine et de prévenir de nouvelles crises. Alors c'est vrai en amont, avant les crises, mais c'est vrai aussi en aval, une fois que la crise a eu lieu. Et c'est en particulier ce qui a cruellement fait défaut dans la stratégie vis-à-vis de la Libye. Nous devons constituer des équipes de spécialistes, des questions fiscales, judiciaires, administratives, afin d'accompagner la reconstruction des États faillis. Nous le savons bien, nous qui avons développé à côté de puissantes administrations, nous avons créé des administrations de mission, qui plus est dans des situations de crise, il y a besoin d'un travail très spécifique, très pointu, de vraies brigades associant des compétences fiscales, des compétences sociales, des compétences administratives en tout genre, pour relever les défis de la reconstruction. Troisième axe, encourager des pratiques politiques favorisant l'alternance. Je pense pour ma part que les plaidoyers en faveur de la démocratie sont souvent théoriques en ce qui concerne notre relation avec l'Afrique. C'est souvent des plaidoyers pro-domo où on vise à se faire plaisir, plaquant un schéma sur le continent africain qui a du mal à prendre racine. Il faut entendre l'aspiration au renouveau politique dans de nombreux pays. C'est vrai au Burkina Faso récemment, c'est vrai au Burundi, pour qu'il n'y ait pas en Afrique subsaharienne un printemps africain qui cède la place à un hiver africain. Et pour ça, il faut prendre en compte les spécificités de l'Afrique, la spécificité des besoins de l'Afrique. Le simple schéma démocratique européen ou occidental n'est pas susceptible à lui seul de régler les problèmes politiques du continent africain. La démocratisation des régimes politiques nés des indépendances est un processus douloureux, on le voit, qui nécessite du temps.
Il faut favoriser l'alternance en politique par des innovations institutionnelles adaptées aux réalités africaines, en garantissant en particulier le droit et le statut de l'opposition, mais aussi des anciens chefs d'État, et ce, comme je le propose depuis longtemps. En effet, créer un vrai statut des oppositions dans ces pays, c'est l'assurance que celui qui est au pouvoir ne cherchera pas à avoir tous les pouvoirs pour toujours, parce qu'il sait que s'il le perd, eh bien, son ethnie, sa famille, ses intérêts seront oubliés. Donc garantir un statut de l'opposition, c'est véritablement faciliter le dialogue politique entre les uns et les autres, de la même façon pour les anciens chefs d'État. Et pourquoi ne pas, dans ce sens, réfléchir à un Sénat de l'Union africaine dont certains sièges seraient réservés aux dirigeants sortants et qui constituerait une porte de sortie honorable et permettrait de stabiliser la vie politique du continent. Il est essentiel de pouvoir injecter des mécanismes stabilisateurs pour enraciner cette démocratie. Quatrièmement, il faut trouver des réponses à la question migratoire. Cette réponse, elle est urgente, elle doit être immédiate, à la hauteur de nos idéaux et de nos principes d'hospitalité et d'asile, en unifiant, et c'est l'axe qui a été choisi par l'Allemagne et par la France, en unifiant le système d'asile européen, en nous donnant les moyens d'accueillir les réfugiés, y compris en établissant des centres pour les dépôts des demandes d'asile au plus près, dans des pays comme la Turquie ou la Libye, ce qui, évidemment, sécurise le voyage d'un grand nombre de migrants. Cette réponse doit conduire à davantage de coopération entre les deux continents afin d'assurer une prise en charge plus humaine et plus efficace des populations concernées. Il pourrait aussi être envisagé la création de véritables zones humanitaires internationales au plus près, c'est-à-dire au plus près des zones de guerre, au plus près des zones de crise, en mobilisant l'Union européenne et l'Union africaine, car près de 90% des réfugiés africains, ne l'oublions pas, restent en Afrique. La migration est d'abord intra-africaine. Le deuxième volet de ce partenariat, c'est le développement, bien sûr. Il faut développer les infrastructures transnationales pour ancrer l'effectivité de ce partenariat dans un intérêt mutuel. Les transports constituent l'épine dorsale de l'intégration territoriale, nourrissent la croissance, qu'il s'agisse des liaisons maritimes transméditerranées, des autoroutes, des liaisons aéroportuaires et voies ferroviaires interrégionales. Elles permettront de cimenter le sentiment d'identité partagée. Ces infrastructures réduiront les temps et les coûts de transport et augmenteront donc les échanges commerciaux, source de retombées économiques positives, mais aussi politiques et culturelles. Les aménagements d'ampleur régionale, tels que les infrastructures portuaires, tels que les barrages hydroélectriques, pourraient bénéficier d'une plus grande concertation, d'une meilleure expertise et d'un meilleur suivi sur le long terme, en tirant les leçons des expériences passées et en se prémunissant contre les éléphants blancs. Les ports de Méditerranée, qui représentent le futur de l'essor économique euro-africain, doivent se moderniser pour faire face à la mondialisation. Le port Tanger-Med est en passe de devenir le plus gros port d'Afrique pour le transbordement des containers, mais souffre de saturation, et ce depuis plusieurs années. Enfin, il faut encourager la diversification progressive des économies en concentrant l'action sur trois principaux secteurs d'avenir: le domaine agricole, l'industrie agroalimentaire, deuxièmement, le secteur de la santé, et enfin, les banques et les assurances, où les perspectives sont très prometteuses et la convoitise de grands partenaires, je pense notamment partenaires asiatiques, est particulièrement sensible et grande. Le troisième volet, ne l'oublions pas celui-là, il passe souvent à la trappe, c'est celui du dialogue des cultures. Les diasporas sont un lien essentiel et vivant entre les continents, des moteurs pour l'investissement et l'entrepreneuriat, mais aussi des passerelles pour les cultures. 5 millions de ressortissants originaires d'Afrique et du Maghreb vivent en Europe. Les liens à travers les universités sont un autre pont entre les continents. Mais aujourd'hui, l'Europe perd son rôle d'accueil des étudiants africains au profit d'autres régions du monde. Il faut aujourd'hui inventer un programme d'échange scolaire inspiré de l'Erasmus européen qui pourrait être mis en place aussi bien entre l'Europe, l'Afrique et le Maghreb qu'au sein de l'Afrique elle-même. Il faut également favoriser les partenariats d'écoles et d'universités à cheval sur les deux continents. La culture et la création demeurent les liens les plus forts et les plus durables entre les peuples. C'est particulièrement vrai à l'heure où les cinémas africains et arabes explosent et où la littérature africaine connaît une vigueur sans précédent. L'enjeu est bien de développer l'entrepreneuriat culturel, les infrastructures, les moyens d'accès à la culture à travers l'Afrique, en mobilisant les savoir-faire et les espérances européens. Et Dieu sait s'il y a nombre d'initiatives, nombre d'acteurs qui souhaitent s'investir dans ce secteur. L'enjeu est aussi de donner un nouveau souffle à la francophonie, une francophonie nécessairement vivante et ouverte, retrouvant son esprit originel, un espace de dialogue et de médiation, et qui est bien sûr l'avenir de notre langue.
Le quatrième et dernier volet, c'est celui de l'environnement. La COP21 qui se tiendra à Paris à la fin de l'année devra être l'occasion de faire des avancées notables dans ce domaine, mais il faudra agir pour ancrer la mobilisation dans les réalités, car l'Afrique, particulièrement exposée aux risques, est en première ligne du combat climatique. Le Gabon, je ne cite qu'un exemple, a montré la voie à suivre en présentant en avril dernier des mesures pour lutter contre ces émissions et la montée des eaux qui menacent son littoral. Il s'agit aujourd'hui avant tout de mettre en place des financements innovants et durables pour diriger les investissements vers une économie décarbonée en lien avec les objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Pour réussir un projet aussi ambitieux, l'essentiel n'est certes pas d'énoncer quelques priorités ou quelques objectifs, mais c'est de définir une méthode et des instruments. Nous devons avoir une démarche qui soit à la fois pragmatique et inclusive. Il faut pouvoir s'appuyer sur les États, mais aussi sur les ONG, les entreprises, les institutions, les organisations régionales. Le partenariat que j'envisage n'est pas un partenariat d'État, mais un partenariat de peuples, mobilisant pleinement les sociétés civiles. Le partenariat doit impliquer les collectivités locales, multiplier, comme cela a été le cas dans les dernières années, les réseaux de villes européennes et africaines, les liens de région à région. Sur le plan institutionnel, le niveau bilatéral ne doit plus être le seul niveau de relation. Le dialogue doit passer par les ensembles régionaux et sous-régionaux afin d'éviter de se perdre dans les cadres nationaux, parfois instables, et de s'immobiliser face aux concurrences et aux inimitiés. Le partenariat doit enfin rester ouvert à tous les partenaires motivés. Il ne s'agit pas d'agir en excluant, mais au contraire en incluant. Et je pense en particulier aux Chinois, aux Indiens, aux Russes ou encore aux Américains, car nous ne pouvons refuser les mains tendues. Saluons ainsi l'accord sur la coopération franco-chinoise en pays tiers, signé en juillet 2015. La France a un rôle clé à jouer en matière de médiation culturelle entre investisseurs et responsables locaux, forte de son expérience et de ses relations privilégiées. Cette démarche, je l'ai dit, elle doit être concrète, mais elle doit se doter d'instruments spécifiques. Pour cela, il serait utile de constituer un fonds Europe-Maghreb-Afrique doté au moins de 40 milliards d'euros de capitaux publics et privés dont la gestion serait confiée à une institution multilatérale chargé d'encadrer et d'arbitrer des plans d'investissement avec une gouvernance exemplaire. Pour abonder ce fonds, il faut mettre à contribution l'ensemble des mécanismes existants, tels le fonds du plan Juncker pour l'investissement, doté de 315 milliards d'euros, ou encore la BERD, qui participa autrefois activement au développement des pays d'Europe de l'Est et dont le rôle pourrait, à cette occasion, être redéfini. Pour abonder ce fonds, il faudra aussi mobiliser l'épargne privée et les grands investisseurs. Pour accompagner ce fonds, il faut de nouveaux instruments d'évaluation des risques économiques et politiques qui font cruellement défaut à l'Afrique. Je pense à l'impératif de créer une grande agence de notation pour l'Afrique chargée de superviser la viabilité des projets transnationaux. Mesdames et messieurs, chers amis, nous ne sommes pas prisonniers d'un choix entre afro-pessimisme désespérant ou afro-optimisme parfois béat. Il existe une autre voie qui est celle d'un afro-réalisme qui soit résolument tourné vers l'avenir. Il s'agit aujourd'hui de construire un partenariat d'égal à égal dans le respect mutuel et la responsabilisation de tous, marqué par le dialogue entre nos peuples, entre nos nations, entre les civilisations. Choisissons d'avancer méthodiquement et côte à côte. Choisissons l'ambition, la vision, l'initiative. Nous avons besoin de projets ambitieux qui nécessitent l'aide de tous ceux qui veulent croire en ce nouveau rêve des deux rives pour le XXIe siècle. Je vous remercie.